Aujourd'hui, on va parler de l'une des affaires judiciaires les plus célèbres des États-Unis, où chacun se fait son propre avis depuis plus d'un siècle sans qu'on ait officiellement le vrai coupable. Je vous parle de Lizzie Borden, qui est accusée d'avoir tué son père et sa belle-mère à coups de hache, mais qui a finalement été graciée, libérée, faute de preuves suffisantes. Elle aurait fait une sacrée bûcheronne si c'est le cas. Alors, coupable ou innocente, on va se faire notre propre avis, et vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, direction la charmante bourgade de Fall River, dans le Massachusetts. Je dis ça et je ne sais même pas si c'est vraiment charmant. Ah si, ça va, c'est pas mal. Posons un peu le cadre de la famille Borden. Alors, on n'a pas les grands-parents qui sont déjà 6 pieds sous terre, mais on a le père, Andrew, qui est promoteur immobilier, qui a plusieurs usines et qui fait partie de conseils d'administration, de banques et d'entreprises. Bref, c'est un Macron du 19e siècle. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La belle-mère, Abby, n'est pas très appréciée de Lizzie, la grande sœur, avec qui elle a des relations tendues, et Lizzie, qui est la sœur aînée, est aussi parfois en conflit avec son père, comme cette fois où Andrew va tuer les pigeons que Lizzie gardait dans la grange. Alors, allez comprendre pourquoi Lizzie gardait des pigeons dans la grange, mais son père trouvait que ça faisait du bruit et que ça attirait les curieux. Mais c'est vrai que garder enfermés tous ces gens qui payent le nouvel abonnement payant pour avoir le badge bleu sur Twitter, c'est bizarre. Ce sont des pigeons des temps modernes. Lizzie et sa petite sœur Emma ont eu une éducation religieuse, mais leur vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut penser qu'il y a des tensions et des convoitises autour de l'empire d'Andrew Borden. À la fin juillet 1892, toute la famille tombe malade. On pense alors à une intoxication alimentaire, mais certains voient plutôt là une tentative d'empoisonnement. Ils ont échappé au pire, mais une semaine plus tard, on ne va pas les louper. Et quelques jours avant les meurtres, Lizzie aurait déclaré à une amie qu'elle avait peur qu'il arrive quelque chose à sa famille. Alors c'est tout con, ça permet un peu de se faire passer pour une innocente avant l'heure, comme si elle s'inquiétait du sort de ses proches, alors que c'est elle qui préparait peut-être le terrain à son passage à l'acte. Il y en a là-dedans. Le 4 août 1892, Andrew et sa femme Abby déjeunent de bon matin, sûrement du Nesquik et des chocs à pic pour bien démarrer la journée. Et ensuite, le chef d'entreprise va faire le tour de ses usines avant de rentrer. La belle-mère a reçu un message pour aller voir une amie qui est malade, mais peut-être était-ce un stratagème pour faire croire qu'elle était sortie. Toujours est-il que vers 11h, Lizzie appelle au secours Maggie, qui est la femme de chambre, parce qu'elle vient de retrouver son père mort dans sa chambre. Il a été frappé avec une petite hache une dizaine de fois, alors le médecin et les voisins débarquent, et c'est à ce moment-là qu'à l'étage au-dessus, on retrouve le cadavre d'Abby, la belle-mère, qui a été tuée dans les mêmes conditions. Mais on se rend compte que le corps est froid, plus froid que celui du père, qu'on a retrouvé avant, et donc on estime qu'il s'est écoulé 1h30 entre les deux meurtres. D'abord la belle-mère, puis le père. Le timing est important puisqu'ensuite on va avoir différents scénarios à imaginer. Au sous-sol de la maison, on va retrouver une petite hache. Alors il n'y a pas de sang sur la lame, mais elle pourrait coller avec les crimes qui ont été commis. À l'autopsie, on ne retrouve aucun reste de poison dans le ventre des victimes par rapport à leur intoxication alimentaire la semaine d'avant, mais par contre, on va prélever et enlever la tête des deux corps pour les étudier, et les crânes seront ensuite montrés au procès, ce qui va d'ailleurs faire s'évanouir Lizzie, qui était dans le box des accusés. C'est vrai que c'est un peu choquant, après rassurez-vous, on a enterré les têtes au pied des tombes, on n'allait pas non plus en faire des ballons de foot. Alors, quelles sont les différentes possibilités sur ce double meurtre ? Certains pensent à la femme de ménage, Maggie, qui aurait pu les tuer pour se venger et par excès de colère, car ses employeurs lui auraient demandé de nettoyer les vitres alors qu'il faisait très chaud en ce jour du mois d'août. Et si jamais on lui avait demandé en plus de faire la poussière, elle les décapitait. Ça aurait fait gagner du temps aux médecins légistes. On a aussi la piste de William Borden, un fils illégitime d'Andrew qui aurait pu venir soutirer de l'argent à son père, ou encore d'Emma, la sœur cadette de Lizzie, qui habitait certes à quelques kilomètres de là et qui avait donc un alibi pour les meurtres, mais qui aurait très bien pu faire discrètement l'aller-retour pour passer en dessous des radars. Il y a aussi la possibilité que ce soit un intrus, un vagabond, un voleur, mais déjà, aucune porte n'a été forcée, et en plus, on voit mal une personne étrangère à la maison attendre discrètement 90 minutes avant de tuer une deuxième fois.
Même en termes d'adrénaline, ça peut paraître dingue d'attendre autant entre deux meurtres, sauf pour une personne qui vit dans la maison, qui vit sur place, et qui peut être assez sûre de contrôler le timing des découvertes. On a même eu la supposition d'un ouvrier qui n'aurait pas été encore payé pour les travaux et qui venait réclamer son dû. Alors oui, ça fait cher payer le retard de paiement pour avoir mis un coup de peinture. Mais ça non plus, ça ne colle pas avec les 1h30 de battement qu'il y a entre les deux meurtres et qui est assez étrange. La piste la plus probable et celle qui va être suivie, c'est celle qui mène à la personne qui a retrouvé les corps, Lizzie Borden, qui va être arrêtée et jugée. On a en plus des éléments troublants, comme le fait qu'elle s'entende assez peu avec sa belle-mère, ou encore le fait qu'elle ait brûlé la robe qu'elle portait dans un poêle, soi-disant parce qu'elle était tachée de peinture. Mais certains pensent que c'était des taches de sang. Ces témoignages à la police sont assez confus. Comme alibi, elle dit aux enquêteurs qu'elle était dans la grange au moment des faits, sauf qu'on s'est rendu compte qu'elle n'y était peut-être pas vraiment allée. En tout cas, elle n'a pas pu y rester plus d'une heure parce qu'il y faisait très chaud et on ne voit aucune trace de chaussures dans la poussière qui indiquerait un passage récent. Lizzie commence à s'emmêler les pinceaux dans ses déclarations, mais lors de son interrogatoire, on ne lui lit pas ses droits et on ne lui dit pas qu'elle aurait pu garder le silence. Une chose est sûre, c'est que l'opinion publique a du mal à imaginer Lizzie comme une femme brutale. À l'époque, la place de la femme, c'est derrière les fourneaux. Ça ne peut même pas voter, alors tuer quelqu'un, ça paraît impensable. La femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Lizzie se disait innocente et elle va être déclarée non coupable au tribunal. Et la presse se satisfait de cette décision parce que c'est comme ça que doit fonctionner la justice. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'aveu, et donc, faute d'éléments suffisants, on ne peut pas faire condamner quelqu'un. C'est la base de la justice. Durant le procès, il y a eu une attaque à la hache, et donc on a pu penser que le coupable était encore dehors, et que ce n'était pas Lizzie, sauf que l'immigré portugais qui a commis cette attaque, il n'était pas dans le Massachusetts au moment des faits, au moment où Andrew et Abby Borden ont été tués en août 92. Mais ça n'a pas empêché Lizzie d'être innocentée, et à la sortie du tribunal, elle déclarera qu'elle est la femme la plus heureuse du monde. La maison où se sont déroulés les meurtres est située au 92 Second Street et cette maison est devenue une chambre d'hôte où les clients peuvent venir dormir dans les chambres où les meurtres ont lieu. C'est sympa pour une lune de miel, c'est le romantisme assuré. Certains disent que les chambres sont hantées, qu'on entend des bruits de pas, qu'on entend des pleurs, et on a même un client qui a dit qu'il voyait l'empreinte d'une forme humaine sur les draps du lit qui était fait, comme si quelqu'un dormait dedans. En tout cas, l'histoire aurait inspiré des romans, des poèmes, des opéras, et même une comptine pour enfants, pour leur faire un peu peur et espérer qu'ils soient sages. On pourrait même en faire une chanson. Et tu frappes, 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 ton père pour hériter. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Avec leur héritage, les sœurs vont déménager dans une belle maison, dans un quartier en vogue pour finir leur vie. On peut donc penser que les sœurs se sont protégées dans leur témoignage pour ne pas être inquiétées par la justice et pour toucher le pactole. Elles finiront par mourir de vieillesse naturellement et elles seront enterrées proches de leurs parents, donc c'est sans rancune si c'est elles qui les ont tuées pour le pognon. En plus, en mourant, Lizzie va léguer 30 000 $ à une association de protection animale, donc honnêtement, je peux lui dire que tout est pardonné, c'est clair, c'est même élémentaire. J'avais pas mieux, donc si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On pourra voir votre qualité.